Hola a todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Écoutez, l'affaire d'aujourd'hui, c'est un peu la continuité, on va dire, de ce que j'avais fait pour la vidéo sur l'affaire Kirsten Costa. Vous aviez été nombreux à me demander de faire d'autres vidéos pour expliquer un téléfilm, vous savez, les vieux téléfilms des années 90 sur TF1 ou sur la 6, vous vouliez l'histoire vraie derrière tel drame. Et il s'avère que l'affaire d'aujourd'hui est également tirée d'une histoire vraie. L'histoire se déroule en 1991 à Beverly, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Amy Carneval est une adolescente de 14 ans, née en avril 1977 à Danvers. Elle a grandi à Beverly avec son frère Christopher auprès de leurs parents, Michael, qui est professeur de sciences, et Cynthia, qui est conseillère en investissement. Les parents d'Amy ont divorcé quand elle avait 6 ans et la séparation s'est plus ou moins bien passée. Michael et Cynthia se respectaient et ils ne voulaient pas que leur divorce impacte leurs enfants. Donc ils se séparent, Cynthia obtient la garde des enfants, Michael a un droit de visite et peu après Cynthia se remarie avec un dénommé Robert Gill, mais elle finit par divorcer là aussi lorsqu'Amy est âgée de 12-13 ans. Amy, c'est ce qu'on peut appeler une adolescente pleine de vie. Ses proches la décrivent comme gentille, souriante, généreuse et très drôle. Elle a une vie plutôt tranquille, on va dire. Elle a 2 parents qui l'aiment, elle s'entend bien avec son frère, elle a tout un tas de copines et elle fait partie de la classe moyenne haute. Amy a plusieurs passions dans la vie, dont 2 qui lui prennent tout son temps. Tout d'abord, la coiffure. Elle rêve de devenir coiffeuse lorsqu'elle aura terminé ses études. Et sa deuxième passion, c'est un petit peu celle de toutes les adolescentes de son âge aux États-Unis, le cheerleading. Elle fait partie de l'équipe des Pom-Pom Girls depuis qu'elle est au collège. Et en 1991, elle réussit ses examens. Donc on va dire que c'est l'équivalent du brevet en France. Donc elle est admise au lycée et elle a pour projet d'intégrer l'équipe des Pom-Pom Girls à la rentrée de septembre. Amy est toute excitée, elle a déjà plein de projets en tête. Voilà, elle va intégrer l'équipe des cheerleaders. Elle sait ce qu'elle veut faire plus tard. Alors à ce moment-là, en 1991, Amy, sa mère et son frère vivent chez des amis de la famille puisque la mère d'Amy, Cynthia, vient de divorcer de Robert Gill. Donc elles n'ont pas encore trouvé leur propre maison, mais cela ne saurait tarder. Là, Cynthia a visité plusieurs maisons à louer, elle en a trouvé une. Donc il est prévu qu'à la rentrée de septembre 1991, la famille s'installe dans cette nouvelle maison. Bon, le cadre que je vous décris, c'est clairement un téléfilm américain de TF1 ou de la 6. Amy, la pom-pom girl, jolie adolescente studieuse, avec des parents qui l'aiment, des passions, tout ça. Et comme dans tout bon téléfilm américain, Amy a un petit copain qui est sportif, qui est plutôt beau gosse, Jamie Fuller. Il a 16 ans, lui il s'apprête à entrer en 2e année de lycée et il fait partie de l'équipe de lutteurs du lycée. Bon, cette partie de l'histoire est assez floue parce que d'une source à l'autre, on n'est jamais vraiment sûr de la véritable information. Moi, je me suis basée sur les comptes rendus de procès pour déterminer la façon dont Amy et Jamie se sont rencontrés, parce que dans la presse, c'était pas très clair, mais apparemment, ils se sont rencontrés lorsqu'Amy était pom-pom girl au collège, elle avait 12 ans. Lui faisait déjà partie de l'équipe de lutteurs, et ils se sont rencontrés lors d'un événement sportif. À partir de là, ils ont commencé à se fréquenter, mais durant 2 ans, leur relation a été assez instable. Bon, là, je vous parle d'enfants, 12 ans, 14 ans. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'est décrite la relation. Ça a été instable. Ils étaient ensemble, ils se quittaient, ils se remettaient ensemble, ils se séparaient de nouveau. Pendant les périodes durant lesquelles ils se séparaient, chacun fréquentait quelqu'un de son côté. Mais finalement, se rendant compte qu'ils étaient trop amoureux l'un de l'autre, ils se remettaient ensemble. En 1991, donc à la fin de la 3e d'Amy, lorsqu'elle vient de décrocher son brevet, Jamie et elle se sont de nouveau remis ensemble. Donc durant l'été qui précède la rentrée de septembre 1991, donc avant qu'Amy intègre le lycée, Jamie et elle viennent de se remettre ensemble. Le parcours de Jamie est quand même assez différent de celui d'Amy. Lui, il a grandi dans un milieu assez pauvre, auprès de sa mère Céleste, puisque son père les a abandonnés quand il était tout petit. Sa mère, qui a très vite sombré dans l'alcool, a ensuite enchaîné les relations, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'agissait d'hommes violents, puisqu'ils ont quasiment tous brutalisé Jamie. Donc depuis son enfance,
enfance, il est confronté à la violence en plus de l'alcoolisme de sa mère. Ce point est assez important dans cette histoire puisque, d'après l'entourage de Jamie, quand il était petit, c'était un garçon plutôt doux, plutôt gentil. Lorsqu'il est entré à l'école, il a commencé à subir du harcèlement de la part de ses camarades et il ne réagissait pas. Puisque, comme il était confronté à la violence des petits copains de sa mère à la maison, du coup, il s'était beaucoup renfermé, il avait une attitude, vous savez, un petit peu craintive, ce qui fait qu'il a subi beaucoup de moqueries à l'école. Il sortait pas beaucoup, il avait pas beaucoup d'amis, et c'est quelque chose qui l'a relativement traumatisé, puisqu'arrivé à l'adolescence, Jamie décide de prendre sa revanche. Il s'inscrit au sport, il s'inscrit à la musculation, et en l'espace de quelques mois à peine, il prend peut-être une dizaine ou une vingtaine de kilos en masse, en plus de la taille, puisque forcément il a grandi, c'était son adolescence, et pour faciliter des résultats plus rapides, donc afin que ça se voit plus rapidement sa prise de masse, il commence la prise de stéroïdes anabolisants. Alors, les stéroïdes, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des hormones qui favorisent le développement des muscles et qui permettent de gagner en force et en énergie. Les stéroïdes existent en plusieurs formats, seringues, pilules ou poudres. On peut là se demander comment un garçon aussi jeune a pu se procurer des stéroïdes parce qu'il a commencé à prendre de la masse, donc des stéroïdes, vers l'âge de 13-14 ans. Ça paraît quand même assez étonnant qu'à cet âge-là, on puisse se procurer des stéroïdes aussi facilement. Et il y a un autre point également dans le parcours de Jamie, c'est que vers l'âge de 12-13 ans, il est tombé dans l'alcoolisme. Bon, alors ce point est peut-être moins étonnant que la prise de stéroïdes, parce que il avait de l'alcool à disposition chez lui, sa mère était alcoolique, donc il pouvait se servir comme il le voulait. Et il est vrai que les enfants qui grandissent dans un milieu où l'un des parents est alcoolique ont peut-être ensuite plus de facilité à tomber eux-mêmes dans l'alcoolisme. Toujours est-il que le changement physique et psychologique de Jamie a complètement renversé la situation, puisqu'à l'école, on ne le harcèle plus, on ne l'insulte plus. C'est devenu un adolescent assez agressif qui peut partir au quart de tour. Donc à présent, ce sont les autres élèves qui ont peur de lui. Pour en revenir à la relation entre Jamie et Amy, ça a toujours été très tumultueux entre eux, comme je vous l'ai dit. Jamie est extrêmement jaloux et possessif. Amy doit lui rendre compte de tout ce qu'elle fait et avec qui elle le fait. Si elle veut sortir avec des amis, elle doit lui demander la permission. Elle n'a pas le droit de parler avec d'autres garçons, elle ne peut pas s'habiller comme elle veut. Bref, Jamie contrôle tout. En plus d'être violent verbalement, il l'est également physiquement. Au départ, dans ce type de relation, la violence est toujours verbale. Elle commence d'abord psychologiquement, ensuite verbalement, et forcément, le schéma classique, la violence se poursuit physiquement. Amy s'est peu à peu renfermée quand elle a commencé à fréquenter Jamie. Elle sortait moins avec ses amis, forcément, pour ne pas provoquer d'embrouille, mais cette relation la pesait. C'est pour ça que très souvent, elle le quittait, elle retournait avec lui, puisqu'elle pensait que c'était l'amour de sa vie. Elle était toute jeune, 12-13 ans, et dans sa tête d'enfant adolescente, elle s'imaginait que le premier amour, c'est le grand amour, le dernier amour, donc systématiquement elle retournait vers lui. Alors, je sais que ça peut paraître étonnant de décrire une relation entre deux personnes aussi jeunes de cette façon, mais voilà, c'est la réalité, leur relation était telle qu'elle, et pour ceux qui se posent la question, oui, ils avaient des relations intimes, et ça a son importance, puisqu'on y reviendra par la suite. Lorsqu'ils se remettent ensemble au cours du printemps 1991, donc là je vous recontextualise encore une fois, Amy vient d'avoir son brevet, Jamie passe en deuxième année de lycée, donc en première. À ce moment-là, Amy pense que, il y a peut-être quelque chose à sauver de leur relation, mais très rapidement, elle réalise qu'en fait, elle n'a plus envie d'être avec Jamie. Ça fait 2 ans qu'elle se le farcit, ça fait 2 ans qu'elle prend des coups, des insultes, et là, la jeune fille a un déclic. Alors c'est très certainement le passage au lycée
qui fait qu'elle a ce déclic. Vous savez, quand on passe au lycée, pour ceux qui s'en souviennent, hein, même si ça nous rajeunit pas tout ça, on est un peu excité parce qu'on pense que c'est une nouvelle vie. Dans notre tête, on a un peu l'image à la Beverly Hills. On va se faire tout un tas de nouveaux amis. Enfin bref, on s'imagine qu'on va vivre une vie d'adulte. Hein. Et c'est certainement ce déclic qui fait qu'Amy réalise qu'elle veut plus être avec Jamie. Elle sait que la relation qu'elle vit avec lui n'est pas normale, même si elle n'en a jamais parlé à ses parents. Certains de ses amis sont au courant, puisque des fois, à l'école, on a déjà vu Jamie malmener Amy, lui mettre une gifle, la pousser contre les murs. Certains ont tenté de lui faire comprendre que ce n'était pas normal. Bon, personne n'en a jamais parlé à aucun adulte. Certainement qu'ils ne pensaient pas que c'était quelque chose de très très grave. On parle quand même d'adolescents de 12, 13, 14 ans qui s'imaginent que c'est peut-être pas quelque chose de très grave hein, de voir un garçon taper sur sa petite copine. Mais voilà, Amy prend conscience que cette relation n'est pas normale. Donc au cours de l'été 1991, elle décide de rompre définitivement avec Jamie. Il le prend mal, mais d'un autre côté, Jamie pense que, comme toutes leurs précédentes ruptures, ce sera passager. Amy va ensuite accepter de retourner avec lui et la relation repartira comme en l'an 40. Mais c'est pas le cas. La décision d'Amy est irrévocable. Et les jours qui suivent la séparation, elle organise même un goûter, une sorte de goûter, de sortie avec ses amis à la plage. Comme si, pour elle, c'était une façon de fêter la fin de cette relation destructrice. Elle récupérait sa liberté en quelque sorte. Jamie l'apprend et ça, malheureusement, il a beaucoup de mal à l'accepter. Le vendredi 23 août 1991, Amy reçoit un coup de fil à son domicile. C'est Jamie. Il veut prendre de ses nouvelles et surtout, il aimerait qu'Amy passe chez lui pour lui couper les cheveux comme elle le faisait quand ils se fréquentaient. Au départ, Amy refuse. Elle pense que c'est un moyen pour Jamie de la traîner chez lui pour la convaincre de se remettre avec lui. Mais Jamie insiste. Il lui dit « S'il te plaît, écoute, on est des amis à présent. Toi-même, tu m'as dit qu'on serait toujours amis. Donc non, je veux juste que tu passes, tu me coupes les cheveux, t'inquiète pas, on va passer un bon moment et il n'y a pas de problème. Ensuite, tu rentres chez toi. » L'adolescente accepte. Dans l'après-midi, elle prévient sa mère Cynthia qu'elle se rend chez Jamie. Elle quitte la maison. C'est la dernière fois que Cynthia voit sa fille vivante. Les heures défilent et Amy ne rentre toujours pas à la maison. À ce moment-là, comme je vous l'ai dit, Cynthia et ses enfants vivent chez des amis le temps de s'installer dans leur nouvelle maison. C'est prévu le mois prochain. Et là, Cynthia est quand même assez inquiète, parce que c'est pas dans les habitudes d'Amy. Si Amy doit rentrer tard, elle appelle, elle prévient sa mère. Et Cynthia a tenté de joindre plusieurs amis d'Amy pour savoir si quelqu'un sait où elle se trouve. Elle a même appelé chez Jamie, mais personne n'est au courant, personne n'a de ses nouvelles. Dans la soirée, Cynthia se résout à appeler les autorités. Elle leur explique que sa fille a disparu et que c'est pas normal. Des policiers interrogent Jamie, puisqu'elle devait se rendre chez lui, comme elle l'avait expliqué à sa mère. Et Jamie explique que oui, effectivement, Amy est venue, elle lui a coupé les cheveux et elle est repartie. Les agents de police refont le parcours qu'elle aurait emprunté pour rentrer chez elle. Aucune trace d'Amy. Les copines d'Amy sont interrogées. Personne ne sait où elle se trouve. Les policiers sont quand même intrigués par le comportement de Jamie, parce qu'il n'a pas l'air inquiet. On parle quand même de son ex-copine, fraîchement ex-copine, qui était venue chez lui lui couper les cheveux et qui a disparu en rentrant. Et il n'a pas l'air inquiet. Mais à côté de ça, il a un alibi. Il était avec des amis qui confirment qu'effectivement, il est resté toute la soirée avec eux. Les jours passent et toujours aucune trace d'Amy. La nouvelle fait très rapidement le tour de Beverly. Amy a disparu. Et là, certaines langues commencent à se délier. Des adolescents qui disent que, ouais, ils pensent que Jamie est peut-être impliqué dans sa disparition parce que par le passé, il a déjà menacé de la tuer. Mais il n'y a aucune preuve de son implication. Jamie a un alibi. Pourtant, le 28 août, coup de théâtre. Amy est portée disparue depuis 5 jours déjà. Des recherches sont faites un peu partout dans le comté. La police la recherche. On a posé des avis de disparition. Sa mère continue d'appeler à gauche, à droite.
toujours aucune trace de l'adolescente. Michael Maillet, un adolescent de 19 ans, se rend au commissariat de police et il explique aux agents qu'il veut leur faire des révélations. Il sait ce qui est arrivé à Amy et il peut même les conduire à l'endroit où se trouve son corps. Vous l'aurez deviné, Amy est morte. Michael conduit les agents de police au lac Chopond à Beverly et après quelques heures de recherche dans le lac, on repêche le corps d'Amy enroulé dans des sacs poubelles. Michael est bien évidemment interrogé par les enquêteurs et voilà ce qu'il leur raconte. Depuis quelques mois, Jamie lui confiait régulièrement qu'il voulait tuer Amy. Elle l'avait quitté, elle sortait avec des amis, elle semblait heureuse et ça le bouffait de l'intérieur. Quelques semaines plus tôt, Jamie lui a confié qu'Amy était enceinte de lui et qu'il ne voulait pas devenir père. À ce moment-là, lui et Amy venaient de rompre et l'adolescente n'avait pas encore décidé si elle voulait ou non garder l'enfant, parce que vous savez, il y a cette histoire de documents à signer de la part des tuteurs légaux d'une mineure lorsqu'elle souhaite faire interrompre sa grossesse. Et Amy ne souhaitait pas en parler à sa mère. On ne sait pas exactement tout ce qui s'est passé autour de cette grossesse, mais Amy ne voulait pas en parler à sa mère. Et le problème, c'est que Jamie ne voulait pas qu'elle garde l'enfant. Donc ce qu'il a fait, c'est que quelques semaines avant le meurtre d'Amy, il a proposé à Michael et à d'autres copains de tendre un guet-apens à Amy pour la tabasser afin qu'elle perde l'enfant. Bon, ce plan n'a pas été mené à exécution, on ne sait pas précisément pourquoi. Est-ce que les garçons n'ont pas voulu faire ça ? Est-ce qu'ils ne sont pas parvenus à coincer Amy pour la tabasser ? On ne sait pas précisément. Toujours est-il que les semaines qui ont précédé le meurtre, Jamie parlait régulièrement à ses copains soit de passer à tabac Amy, soit de la tuer. Mais au fur et à mesure, il était davantage obsédé par l'idée de la tuer parce qu'il ne supportait pas l'idée qu'elle puisse fréquenter d'autres garçons et donc avoir des relations intimes avec d'autres garçons. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'aucun de ses copains n'a tenté de le dissuader. C'est une bande de quoi, 4-5 cassos, et aucun ne lui a dit non écoute c'est très grave ce que tu dis, tu peux pas vouloir la tabasser, tu peux pas vouloir la tuer, ne fais pas ça. Au contraire, certains de ses copains l'ont même chauffé en lui disant ah ouais, tu vas tuer Amy, chiche. Bref, Michael explique aux enquêteurs que le 23 août, Jamie l'a finalement appelé pour lui dire qu'Amy était chez lui et qu'il avait besoin qu'il passe à son domicile pour l'aider à la tuer. Lorsque Michael est arrivé chez Jamie, il y avait déjà 2 autres copains sur place, Dominique Chiola et Marc Demeule. Et un peu plus tard dans l'après-midi, un 4e copain les a rejoints, Scott Ward. Bon, ça fait quand même beaucoup de monde pour tuer une adolescente de 14 ans. Bref, l'après-midi se passe normalement, Amy coupe les cheveux à Jamie, les adolescents rigolent entre eux, ils regardent la télé, ils plaisantent, et en fin d'après-midi, Jamie propose au groupe d'aller faire un petit tour derrière chez lui, à l'entrée du bois. Tout le monde accepte. Lorsqu'ils arrivent devant le bois, Jamie propose à Amy d'aller se balader dans le bois, que tous les deux. Amy accepte. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, elle est enceinte de Jamie. Donc voilà, elle pense qu'ils vont peut-être parler de sa grossesse. Peut-être que Jamie va tenter de la convaincre de se remettre avec lui. Bon, Amy accepte, elle n'a pas peur. Les autres garçons restent devant le bois. Michael raconte qu'une dizaine de minutes après, il a entendu Amy crier, puis Jamie les a rejoints. Il avait les mains recouvertes de sang. Il leur a dit qu'il avait poignardé et égorgé Amy, puis qu'il lui avait mis des coups de pied à la tête parce qu'elle lui disait « je t'aime » alors qu'elle était en train d'agoniser. Et Jamie semblait euphorique. Il leur a même montré le couteau taché de sang. Il rigolait en leur disant que le couteau s'était cassé pendant qu'il la poignardait. Après ça, ils se sont rendus chez Dominique, chez qui ils ont écouté de la musique, ils ont bu de l'alcool pour se détendre. Et Michael explique que Jamie ne semblait manifester aucun signe de regret. Il était plutôt apaisé. Un peu plus tard dans la soirée, il a demandé à Michael de l'accompagner dans le bois afin de dissimuler le corps d'Amy. Michael raconte aux enquêteurs qu'il était terrifié puisque Jamie l'avait menacé de lui faire la même chose s'il ne l'aidait pas à se débarrasser du corps. Donc il est allé avec lui dans le bois. Ils ont enroulé le corps dans des sacs poubelles, ils l'ont chargé dans la voiture et ils s'en sont débarrassés dans le lac Chopond. Puis tout le monde est rentré chez soi. Et Michael insiste encore une fois, Jamie les a menacés, lui et ses copains, de leur faire la même chose si qui que ce soit parlait.
Mais Mickaël s'est senti mal les jours qui ont suivi parce qu'il avait des regrets, il se sentait coupable, il a vu le corps d'Amy taché de sang, lardé de coups de couteau, et il a préféré soulager sa conscience. Concernant l'autopsie, le médecin légiste a relevé la présence de 10 coups de couteau. Les plaies étaient tellement profondes que la lame a touché le foie, le cœur et l'estomac. Amy a également été égorgée, son visage a été piétiné. Et elle était effectivement enceinte. Donc là, tout concorde avec les déclarations de Mickaël Mayen, qui est mis en examen pour complicité de meurtre. Jamie Fuller, Dominique Chiolin, Marc Demeule et Scott Ward sont à leur tour interpellés. Et ce qu'il se passe, c'est que lors de l'arrestation, Jamie sourit et rigole. Et lorsqu'il est interrogé par les enquêteurs, il ne semble pas du tout choqué de la situation et il va même jusqu'à accuser ses copains du meurtre d'Amy. Lui n'a rien fait. Bon, les autres garçons sont interrogés et tous fournissent la même version que Mickaël, plus ou moins. Chacun essaie malgré tout, on va dire, de diminuer sa responsabilité dans ce qu'il s'est passé. Ils vont tous dire qu'ils ne savaient pas que Jamie était sérieux quand il leur disait qu'il voulait tuer Amy. Ils pensaient que c'était des mots en l'air. Bon, après, c'est normal que chacun essaie de se déresponsabiliser comme il peut, n'est-ce pas? Là, on parle quand même d'un adolescent qui a massacré sa petite copine, enceinte qui plus est, et qui avait prévenu depuis plusieurs semaines ses copains qu'il comptait faire ça. Donc eux veulent éviter des peines de prison trop lourdes et ce qu'il se passe, c'est que le procureur leur propose un accord d'immunité en échange de leur témoignage, ce qu'ils acceptent. Le seul qui n'a pas d'accord d'immunité, c'est Mickaël, forcément, puisque en plus d'avoir 19 ans, donc il est majeur, il a quand même aidé à se débarrasser du corps. Il y a quand même un point qui a été souligné par la presse quand l'affaire a éclaté à Beverly, ça a été le choc, puisque la ville se remettait à peine du meurtre d'une autre adolescente qui était survenue peu avant, celui de Marcia Biancardi. Elle avait 16 ans et elle avait été tuée par balle par sa propre mère. Donc là, la ville de Beverly se remettait à peine du meurtre de Marcia, qu'il y avait un autre meurtre qui a été commis. Mais ce qui a beaucoup étonné les gens, c'est le silence autour de la relation de Jamie et Amy. Tout le monde était au courant à l'école, en tout cas ses camarades de classe, ses amis, qu'elle était battue par Jamie. Et personne n'en a jamais parlé à aucun adulte, que ce soit leurs parents ou du personnel du collège et du lycée. Ça a fortement choqué. Alors la réponse la plus, on va dire, peut-être simple ou pertinente, c'est que les adolescents pensaient que c'était normal. Ils se disaient que c'était une relation d'amour normale et que si Amy ne s'en plaignait pas, c'est que ça devait être ça l'amour. Le procès débute en octobre 1992 à Salem et Jamie Fuller, qui à ce moment-là âgé de 17 ans, est accusé de meurtre au premier degré. Alors, cette affaire a défrayé la chronique à l'époque, mais étonnamment, on n'a pas beaucoup de sources. C'est-à-dire que tout ce qui est coupure de presse, documentaire, info télé, etc., j'en ai quasiment pas trouvé. Il y avait quelques articles de presse qui étaient payants sur le Boston quelque chose, c'est un journal qui s'appelle Boston quelque chose, si je vous dis pas de bêtises. J'en ai trouvé également dans le journal local, mais rien d'autre. Alors, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il n'y avait pas grand-chose sur Internet. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'à l'époque, la ligne de défense avancée par les avocats de Jamie a fortement révolté les habitants de Beverly, puisqu'il appelait des non-coupables au motif qu'il n'était pas responsable de ses actes au moment du passage à l'acte, à cause de sa prise d'alcool et de stéroïdes. En gros, s'il a tué Amy, c'est parce qu'il buvait de l'alcool et qu'il prenait des stéroïdes. 2 psychiatres et un psychologue l'expertisent et tous sont unanimes. Effectivement, les stéroïdes peuvent induire des comportements violents, surtout quand c'est couplé avec de l'alcool, et les 2 psychiatres concluent que Jamie souffrait de dépression majeure et qu'il n'était que partiellement responsable au moment du passage à l'acte. Le 23 octobre 1992, après 7 jours de procès et 6 heures de délibération,
Et malgré la conclusion des 2 experts, Jamie Fuller est reconnu coupable de meurtre au premier degré. Il est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Michael Maillet, quant à lui, est condamné à 2 ans de prison ferme pour dissimulation de cadavre. Et les 3 autres garçons, donc Dominique, Marc et Scott, ne sont condamnés à rien, puisqu'ils avaient une immunité en échange de leur témoignage lors du procès. Bon, la famille d'Amy a fait savoir qu'elle était satisfaite de la sentence, même si le chagrin forcément les ronge de l'intérieur, et l'affaire pourrait s'arrêter là. Jamie a été condamné, c'est bon, fin. Eh bien, pas du tout. L'année suivante, Jamie, qui est incarcéré dans le pénitencier de Concord dans le Massachusetts, monte un plan avec sa mère pour s'évader de prison. Alors, je vous explique le plan. Il a prévu de se poignarder dans sa cellule pour être transféré à l'hôpital le plus proche. 2 hommes de main que sa mère et son petit copain auront engagés devront se rendre à l'hôpital, fracasser les gardiens de prison pour faire en sorte qu'ensuite Jamie puisse s'évader. Et hasta la vista. Le problème, c'est que le plan ne se passe pas comme prévu, puisque Jamie parle à son codétenu de son plan d'évasion. Le codétenu en parle au directeur de la prison. Des policiers sont infiltrés dans la prison. Ils seront passés pour les 2 hommes de main engagés par Céleste. Et là, effectivement, Jamie confirme son plan d'évasion. Donc, le plan tombe à l'eau. Pour ça, Céleste et son petit copain sont condamnés à 6 ans de prison. Quant à Jamie, sa peine est alourdie à 9 années. Mais bon, en soi, ça change rien, puisqu'il est déjà condamné à la prison à vie. Cela dit, en 1995, il fait appel de son premier procès sur la base de plusieurs arguments. Et le plus important, c'est son âge au moment des faits. Il avait 16 ans. Donc, il aurait dû être jugé en tant que mineur. S'il avait été jugé en tant que mineur, la peine n'aurait pas été aussi lourde, à savoir prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. C'est en tout cas l'argument avancé par les avocats. En plus d'autres arguments, mais franchement c'est hyper technique, j'ai lu un petit peu le compte-rendu du procès en appel. Les avocats ont mis énormément d'éléments dans cet appel. Comme je vous l'ai dit, il y a l'âge, mais il y avait également, on va dire, la façon dont le ministère public a présenté le motif. Enfin, c'est vraiment hyper technique. Je ne vais pas rentrer dedans parce que sinon, ce serait beaucoup trop long. Et je trouve qu'en soi, pour la vidéo, c'est pas hyper pertinent. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'issue du procès en appel, sa condamnation est confirmée. L'année suivante, soit en 1996, sort le fameux téléfilm dont je vous ai parlé en début de vidéo, No One Would Tell, qui signifie, on va dire, personne ne l'aurait dit, ou un truc du genre, et ça fait clairement référence au fait que personne n'a rien dit des violences que subissait Amy lorsqu'elle était en couple avec Jamie. C'est Candace Cameron qui joue le rôle d'Amy. J'adore cette actrice, mais vraiment, je l'ai toujours kiffée. Et Fred Savage qui joue le rôle de Jamie. Bon, alors autant vous dire que le téléfilm n'est pas, on va dire, hyper fidèle à la vraie histoire. Déjà, les noms ne sont pas les mêmes, les situations, etc. Mais ça, je pense que c'est normal, puisqu'à l'époque, on ne pouvait pas faire un film comme ça, l'adapter d'une histoire vraie en gardant les noms, la vraie situation. Il fallait que ce soit inspiré pour éviter, je crois, des problèmes d'ordre juridique avec la famille de la victime. Mais je vous conseille ce téléfilm et je vous le mets en barre d'infos en français si je le trouve et ou en anglais si je le trouve pas en français. D'ailleurs, il y a même un livre qui retrace cette affaire et qui est sorti, je crois, à la même période, mais je me rappelle pas le titre et je l'ai pas lu. Si ça me revient, je vous l'incrusterai maintenant, là ou là. Petite parenthèse, la mère d'Amy, Cynthia Rowe, est décédée en 2009 à l'âge de 56 ans et jusqu'à la fin de sa vie, en fait, elle n'est pas parvenue à surmonter le meurtre de sa fille. Elle se sentait extrêmement mal et d'après ses proches, son entourage, c'est même ça qui l'a tuée d'une certaine façon, parce qu'elle ruminait beaucoup cette affaire. Et par chance, entre guillemets, je me comprends quand je dis ça, elle n'a pas atteint l'année 2013, puisqu'en 2013, il y a un nouveau procès en appel qui s'est ouvert. Et cette fois-ci, les avocats de Jamie ont fait valoir que lors de son premier procès, donc en 1992, ses droits constitutionnels ont été violés. Alors, je vous explique.
Jamie a commis les faits lorsqu'il avait 16 ans. Donc il était mineur. Il a été jugé comme un adulte. Et la sentence a été prison à vie sans possibilité de liberté conditionnelle. Donc fin de sa vie en prison, plus jamais dehors. Le problème, c'est qu'en 2011, la Cour suprême des États-Unis a statué qu'il était anticonstitutionnel de condamner à vie sans possibilité de liberté conditionnelle des personnes qui avaient commis un crime lorsqu'elles étaient mineures, au motif que le cerveau des mineurs n'est pas totalement fini. Donc on viole le droit constitutionnel des gens, des adolescents, des enfants, quand on les condamne à la prison à vie sans possibilité de liberté conditionnelle, parce qu'on les empêche de se réhabiliter. Ce qui est donc, on va dire, une violation de leurs droits constitutionnels. Bon, c'est comme ça que moi j'ai compris les choses, et grâce à cette décision de la Cour suprême de 2011, la sentence, le verdict, c'est pas vraiment le verdict, mais c'est plutôt la sentence de Jamie est revue, puisqu'il est certes condamné à la prison à vie, mais avec possibilité de demander une libération conditionnelle. Chose qu'il fait en 2019, mais ça lui est refusé. Il faut savoir qu'en amont, il y a eu une pétition qui a été signée. Il y a un comité qui s'était même ouvert avec, si je vous dis pas de bêtises, la cousine ou le cousin d'Amy qui présidait ce comité et qui demandait à ce que Jamie ne soit jamais libéré. Et on va dire que au niveau du timing, il s'est passé un petit truc, c'est que Jamie a demandé sa liberté conditionnelle en 2019, mais l'année précédente, il y a un remake du téléfilm de 1996 qui est sorti avec Shannon Doherty. C'est plus ou moins la même histoire, là aussi, hein, les noms changent. Bon, moi je préfère le téléfilm de 96, mais ce téléfilm est bien aussi, même si c'est pas aussi bien joué. Et je pense en fait que le timing a fait que, voilà, c'est la raison pour laquelle on lui a refusé sa libération conditionnelle. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aux États-Unis, ça fonctionne beaucoup avec, vous savez, les lobbies, les trucs comme ça. Donc, à mon sens, c'est pas une coïncidence que le film soit sorti en 2018 et que la demande de libération conditionnelle de Jamie lui ait été refusée en 2019. Je pense que c'était pour faire coïncider afin de rappeler ce que Jamie avait fait à Amy. Je vous mettrai également le lien de ce téléfilm dans le commentaire épinglé, comme ça vous aurez les deux versions, celle de 96 et celle de 2018. Voilà tout pour l'histoire d'Amy Carnevale, cette adolescente de 14 ans, sauvagement tuée par celui qu'elle pensait aimer, une nuit d'été 1991. Bon, et bien, si vous en êtes à cette partie, j'en suis très contente. Ça signifie que vous avez regardé l'entièreté. Je crois que je vais arrêter de la dire, cette phrase, parce que même moi, elle m'a fanée en vrai. Mais ce qui m'a frappée dans cette histoire, c'est l'âge des protagonistes, 14 ans et 16 ans. Ils se sont rencontrés, elle avait 12 ans, lui en avait 14, et ils vivaient déjà une histoire d'amour, avec de la violence domestique, tout ça. J'ai trouvé que c'était jeune, quoi. Hyper jeune. Après, je sais pas, peut-être qu'à l'époque, les ados étaient plus dégourdis que nous, j'en sais rien. C'est peut-être... Non, vraiment, j'ai pas d'explication. Parce que, je me souviens quand j'avais 12 ans, 14 ans, 16 ans, il n'y avait pas des profils comme ça. Je côtoyais pas des personnes... dans des histoires d'adultes aussi jeunes. Sinon, pour en revenir à la libération conditionnelle de Jamie, je vous avoue que j'ai pas trop d'opinion sur la question parce que je sais pas. Est-ce qu'une personne qui a commis un crime comme celui-ci à l'âge de 16 ans est définitivement irrécupérable à l'âge adulte? Je sais pas. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il est ensuite passé par la case prison. Et c'est tout sauf des enfants de cœur en prison. Donc est-ce que ça l'a pas encore plus endurci qu'il ne l'était? Je sais pas. Certains ont soulevé l'idée que c'était un psychopathe, un sociopathe. J'en sais rien, parce que comme on n'a pas beaucoup de sources pour cette affaire, on ne peut pas définir comme ça quelqu'un de psychopathe ou de sociopathe, parce que c'est quand même très spécifique. Donc, je ne sais pas. Vous, dites-moi en espace commentaire ce que vous pensez de la réhabilitation des mineurs.
une fois arrivé à l'âge adulte? Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'un mineur qui a commis un crime aussi atroce puisse, à l'âge adulte, être réhabilité? Ça, je trouve que c'est un vrai débat. J'espère que je vous aurai mis le sondage. Parce que là, maintenant que je vous parle, je suis en train de tourner. On est vendredi. Je me dis, ouais, je devrais mettre un sondage pour recueillir vos opinions. Bah, je vais le faire maintenant. Là, je vais couper et je vais vous mettre un sondage. Parce que là, je suis en train de vous en parler. Ça m'intéresse vraiment. Et sinon, que vous dire si ce n'est que... Ouais, c'est une bonne idée de vous faire des vidéos... pour ceux qui m'ont demandé d'en faire davantage, de faire des vidéos, vous savez, l'histoire vraie derrière le téléfilm. Au début, c'était pas forcément quelque chose que je voulais faire. Et puis, comme vous avez été très réceptifs sous la vidéo de Kirsten Costa, je me dis que ouais, pourquoi pas de temps à autre vous faire une petite vidéo comme ça, parce qu'il y a plein de téléfilms sur la 1 et sur la 6, des téléfilms des années 80, 90, 2000, et la plupart sont inspirés de faits réels. Et moi, j'étais fascinée par ces histoires quand j'étais gamine, je les regardais, j'étais fascinée. Bon, on pouvait les regarder par contre que le mercredi après-midi, forcément, ou pendant les vacances, parce que les autres jours de la semaine, on était à l'école. Donc, ouais, peut-être que je vous en ferai d'autres. Faut que je me penche sur la question. Voilà tout. Ce que je vous propose à présent, c'est que si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.